je veux dire. Les tribulations d'une caissière. Tu vois, si tu ne travailles pas bien à l'école, tu finiras caissière comme la dame. C'est dit, c'est pesé, emballé, étiqueté, et pourtant. Elle s'appelle Anna, elle a 28 ans, un diplôme universitaire de littérature et 8 ans d'expérience derrière une caisse de supermarché. Une caisse qui n'entend que les codes barres. Un métier propice aux échanges invisibles, des gestes automatiques. Entre les bips qui ponctuent ses journées, Anna aurait pu se sentir devenir un robot si elle n'avait eu l'idée de raconter son travail. Au fil des jours, ces menues anecdotes qui la font rire, l'agacent ou l'émeuvent sont ses tickets de caisse à elle. Elle vous a vu passer à la caisse. Vous avez été des clients faciles ou des emmerdeurs, riches ou pauvres, complexés de la consommation ou frimeurs. Vous l'avez confondu avec une plante verte ou vous lui avez dit bonjour. Vous avez trépigné à l'ouverture du magasin ou vous avez été l'habitué nonchalant des fermetures. Anna, vous l'avez dragué, méprisé, insulté. Il ne se passe rien dans la vie d'une caissière. Maintenant, prenez votre chariot et suivez Anna jusqu'à sa caisse. Celle que vous oubliez de voir vous a bien vu et raconte. Ça a l'air pas mal, hein? D'après ce que je vois, c'est un livre. C'est un livre assez court. Ah ouais, il n'y a pas plus de... Il fait à peine 200 pages. Je suis désolée, j'ai pas beaucoup de... Je peux pas vous montrer plus de choses. Je suis vraiment navrée. Donc ça c'est le premier, donc les tribulations d'une caissière. Voilà, je vais vous voir. Tribulations d'une caissière. Voilà. Ensuite, ah ouais, celui-là il me tente bien aussi. Alors ça s'appelle Héros en série et si c'était nous. Alors vous voyez, Héros en série. Donc vous avez Dr House, vous avez Dexter et vous avez Brie Van de Camp. En une quinzaine d'années, les séries télévisées se sont hissées au rang de phénomènes de société. Leurs personnages sont devenus le nouvel appât des producteurs pour attirer toujours plus de téléspectateurs dans leur filet. De la bande de Friends que l'on voudrait avoir pour amis, aux héros de Grey's Anatomy, parmi lesquels chacun trouvera son alter ego. De Brie Van de Camp, Desperate Housewife dans toute sa splendeur, aux filles glamour de Sex and the City, en passant par Dexter qui fait appel à nos plus bas instincts, ou Dr House qui dit tout haut ce que nous pensons tout bas. Ce décryptage des séries à travers leurs héros les plus emblématiques vous fera découvrir comment on vous a rendu accro. Vous ne regarderez plus jamais les séries du même œil. Ah, ça a l'air bien celui-là. Ça a l'air pas mal du tout. Petit bruit de page. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous montrer plus. Mais avec le téléphone, c'est pas pratique. Alors le troisième. Ouais, c'est le troisième. Alors, c'est un guide du routard sur Bruxelles. J'ai pensé que ça ferait une bonne idée de vidéo de parler de Bruxelles, enfin de parler de... avec toutes les adresses aussi bien pour endroits pour manger, pour des petits hôtels, les monuments à voir. Je vais souvent à Bruxelles. Voilà, donc ça sera une vidéo pour plus tard. Bruxelles, guide du routard. Alors la suite. Comment les Chinois voient les Européens? Je vais essayer de vous montrer l'image parce qu'elle est plutôt marrante. Putain, pardon, excusez-moi. Je l'ai pas. Vous voyez, il y a une
Alors je vous lis le quatrième de couverture. Si les Européens peuvent aisément comprendre que pour un Chinois, l'Union européenne joue un rôle important dans le maintien de l'équilibre du monde sur le plan économique, ils auront peut-être plus de mal à admettre qu'ils sont globalement perçus comme arrogants et physiquement tous pareils. Les Européens sont tous blancs aux yeux verts. Au-delà des blessures narcissiques éventuelles, l'intérêt de cette enquête qualitative, menée par une équipe sino-française à Canton, sur la vie quotidienne et la consommation entre 1999 et 2001, est d'abord de montrer les images positives et négatives que les Chinois se font des Européens, afin de permettre un meilleur ajustement des arguments des uns et des autres dans le cadre de négociations internationales notamment. En ouvrant un pan de la culture chinoise dans ce qu'elle a de plus moderne, la consommation au quotidien, ce livre permet de mesurer le chemin parcouru par la Chine depuis la révolution culturelle et par là sa part de proximité avec le monde occidental. Petit bruit de page. Alors, la suite. Alors c'est un roman policier de Ruth Randall. J'aime beaucoup Ruth Randall, mais c'est pas ce que je préfère avec les enquêtes de l'inspecteur Wexford. Mais les autres bouquins, je les avais déjà lus. Donc c'est La fille qui venait de loin. Sir Manuel Camargue a été le plus grand flûtiste de son temps. Il s'est maintenant retiré, bien que son renom reste universel, et il vient d'annoncer son intention de se remarier avec une jeune femme qui a 50 ans de moins que lui. Normal. Or, le jour de la publication des bans à l'église paroissiale de Kings Markham, il meurt noyé dans le lac de sa propriété, victime d'un tragique accident. L'inspecteur-chef Wexford commence à trouver cette mort suspecte lorsqu'apparaît la fille de Camargue, devenue une riche héritière, mais que son père n'avait pas revue depuis 19 ans. Cette femme séduisante est-elle ce qu'elle paraît être? Est-elle même ce qu'elle prétend être? Mystère. Je vais vous montrer Ruth Randall dans la collection Masque. Ruth Randall. Je suis désolée, j'ai été coupée par mon téléphone. Donc je sais pas si j'avais fini de parler du roman Ruth Randall. Je disais qu'elle a eu un accident il n'y a pas longtemps, donc je sais pas si elle s'en est remise. Parce qu'elle avait... je crois qu'elle était même dans le coma. Oh, je sais plus. Parce qu'elle a dans les 70 ans maintenant. Elle a eu un accident, je sais pas quoi. Bon bref. Alors le dernier, c'est un livre de Georges Simenon. Le rapport du gendarme. Le rapport du gendarme. Voilà, Georges Simenon. Donc, attendez. Voilà, je vous montre la photo. Donc un vieux couple. Le rapport du gendarme. Voilà. Bon, j'espère que vous n'en voudrez pas du fait que ça soit filmé comme ça. Je fais avec les moyens du bord, hein, comme je vous dis, depuis que je fais des vidéos, j'essaie de faire... je privilégie toujours un peu le son, peut-être plus au visuel. Donc il y en a qui sont sûrement pas contents par rapport à ça. Mais bon, j'en fais quand même beaucoup. Je trouve que c'est quand même assez varié. J'essaie de vous faire montrer. Donc je suis vraiment désolée si vous trouvez que c'est mal fait au niveau du cadrage, tout ça. Bon. Donc je disais que Georges Simenon, c'était un de mes auteurs préférés. Mais ce que j'aime surtout, c'est les romans hors Maigret. Parce que Simenon, c'est lui qui a créé Maigret, mais je préfère ses autres romans où j'adore comment il décortique la nature humaine. Voilà. Donc je vais vous lire le derrière de couverture. Un soir d'orage, un homme blessé par une voiture est ramassé sur la route et porté dans la ferme la plus proche. Là habite Étienne Roy, un paysan un peu sauvage, un peu demeuré, sa femme Joséphine et leur fille. Au cours de l'enquête,
Georges Simenon, l'homme aux 400 livres et aux 10 000 femmes. Personnage excessif, écrivain de génie, père du célèbre Maigret et d'une importante œuvre romanesque, Simenon restera l'un des romanciers majeurs de ce siècle. D'ailleurs, il est à la Pléiade. Bon, quand ils disent 10 000 femmes, 90%, même 95%, c'est des prostituées. Ce sont des prostituées. Il aimait bien les filles de joie, on va dire. Il en parle beaucoup dans ses bouquins.